Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des Pistons officiellement premiers de la conférence Est, des Lakers freinés par les blessures et on va partager nos séries de playoffs rêvées pour les phases finales qui arrivent. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue tout de suite. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, est-ce que tu as passé un bon week-end de Pâques ? Écoute, non. Mince. Un peu trop de blessures côté Lakers pour que je passe des bons week-ends en ce moment, mais non, sinon bien sûr ça va. Et toi ? Ouais, très très bien. Je me suis reposé, tout ça. J'ai travaillé cependant, mais voilà, ça, c'était cool. On a quand même vu les amis, tout ça, c'était sympa. J'espère également, chers auditeurs, que vous avez profité de ces 3 jours pour vous reposer si vous ne travaillez pas, être en famille, manger des chocolats, pas trop, tout ça. Les playoffs approchent, Charlie. Ça va être cool. Ouais, bah carrément, c'est toujours la meilleure période de l'année, de toute façon. Carrément. Et là, on est à une semaine et quelques du lancement de cette histoire. C'est ça ? Ouais. Non, 2 semaines. Ouais, on Une est semaine, je oui. crois que c'était le 18, un truc comme ça, non ? Je Ouais, sais ça plus. doit être ça, ouais. Il va y avoir le play-in entre-temps et ainsi de suite. Ça va être très très cool. On va commencer le podcast avec les Pistons. Depuis que Cade Cunningham a quitté la formation de Détroit avec un pneumothorax le 17 mars dernier, une condition pour laquelle il doit être réévalué dans une semaine et dont il devrait être remis à temps pour le début des playoffs, les Pistons ont non seulement réussi à se maintenir parmi l'élite de la NBA, mais ils viennent de valider la première place de la conférence Est après leur victoire face aux Sixers la nuit dernière. Ce n'était plus arrivé à la franchise depuis la saison 2006-2007 et cela vient confirmer l'incroyable virage à 180 degrés réalisé par cette franchise qui végétait au fin fond du classement NBA il y a encore 2 saisons, donc c'est quand même assez récent. Pour moi, il était important de souligner cet exploit vraiment parce que perdre un joueur de la trempe de Cade Cunningham au moment où Boston récupérait Jason Tatum, où les Cavaliers surfaient encore sur la vague James Harden, ça aurait pu être clairement dévastateur. Au lieu de prendre l'eau, le navire Pistons a continué sur sa lancée. Ils ont enchaîné les bons résultats. Il y a un collectif qui s'est concrétisé, qui a été validé dans cette période, je trouve, de 10 matchs. Ils sont à 8 victoires de défaite sur les 10 derniers matchs. Il y a une mentalité, il y a un coaching absolument exemplaire de Jimmy Bickerstaff. On va avoir l'occasion de pointer les bons élèves dans cette période où les Pistons se sont maintenus avec la 4e meilleure défense de la NBA malgré tout, depuis le départ de Cade Cunningham. C'est offensivement qu'ils ont un peu plus souffert. Je rappelle également qu'Isaiah Stewart, pivot remplaçant, excellent défenseur, est blessé au mollet gauche depuis le 13 mars. Mais la production de Jalen Duren dans un rôle de leader sur le terrain est incontournable, avec des moyennes qui dépassent les 23 points, les 11 rebonds, et surtout une efficacité au tir impeccable, ce qui m'a beaucoup impressionné également dans les matchs. Et cette saison, de toute façon, c'est son sens de la passe à Jalen Duren. Tu sens qu'il a énormément bossé pendant l'intersaison, qu'il y a eu des vraies évolutions dans son jeu. Dennis Jenkins, dont toi et moi, nous avions parlé plus tôt dans la saison, confirme qu'il est un joueur sur lequel Détroit peut compter. Il y a une hausse de sa production en points, à la création, tout cela en étant prudent avec le ballon, il ne perd pas beaucoup de ballons. Et pareil, une mentalité exemplaire sur le terrain. Moi, c'est ce que je retiens de cette équipe sur toute la saison. Tu parles de ces 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Je trouve que ça confirme ce qu'on pouvait penser des Pistons, toi et moi, depuis un moment maintenant, dans cette conférence Est, où ils vont avoir l'avantage du terrain dans chaque série qu'ils vont disputer. C'est que cette équipe des Pistons est clairement à prendre au sérieux dans la course. Pour le titre, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, pour sortir de cette conférence Est, je pense que les Pistons vont être un sérieux client. Bah écoute, déjà, effectivement, la première chose, c'est maintenant que la première place de la conférence Est est validée, c'est de se rendre compte du chemin parcouru par cette franchise. Tu l'as dit, il y a 2 ans, jour pour jour, cette équipe, elle était dernière de la Ligue. Il y a 3 ans, même histoire. Là, j'ai regardé un peu, en 2 ans, ils ont déjà gagné plus de matchs qu'entre 2019 et 2024. C'est juste monstrueux.
Donc ouais, le boulot réalisé par le front office et par le coaching staff de JB Bickerstaff est absolument remarquable. C'est un modèle de reconstruction autour de quelques hauts choix de draft réussis, Kate Cunningham, Jalen Duren, Osar Thompson, Isaiah Stewart, etc. Il y a aussi des très belles trouvailles, Dennis Jenkins qui fait un boulot remarquable notamment. Il y a des choix pertinents sur les profils de vétérans à mettre autour de ces jeunes-là. Tobias Harris, Duncan Robinson, tous ces mecs-là font sens. Donc ouais, ces dernières années, on a beaucoup parlé des modèles de reconstruction et celui mené par Détroit est absolument remarquable. Donc effectivement, là, on se demandait un peu comment ils allaient s'en sortir sur cette fin de saison sans Kate Cunningham. Bah voilà, tu l'as dit, hein, 10 matchs, seulement 2 défaites. 2 défaites en plus face à des équipes particulièrement en forme, hein, que ce soit OKC ou Atlanta, c'est quand même Et assez OKC, lourd. c'était en prolongation, en Ouais, ouais, plus. tout à fait. Ah C'était oui, un oui. match disputé comme pas possible. Alors, je pensais vraiment qu'ils allaient se faire rouler dessus. Excuse-moi, mais... Atlanta aussi, hein, c'est en prolongation. C'est genre vraiment jusqu'au bout, ces mecs-là regardent leurs adversaires dans les yeux et il n'y a pas du tout de, rien n'est lâché, quoi. Donc oui, défensivement, bah, c'est toujours aussi solide, c'est voire peut-être même encore plus solide sans Kate Cunningham. Alors évidemment, offensivement, c'est peut-être un tout petit peu plus dur, mais en réalité, pas tant que ça non plus, parce que bah tu l'as dit, il y a Dennis Jenkins qui nous fait une saison absolument folle depuis la blessure de Kate Cunningham. Il joue quasiment 36 minutes par match. Il tourne à 19 points, plus de 7 passes de moyenne. Il shoot à 44% à 3 points sur la période, le mec. Enfin, Ce qui est un besoin extrêmement important pour les Pistons. On en a parlé. C'était ouais, bien sûr. c'est un des points faibles de leur effectif. Et lui apporte cette constance derrière la ligne des 3 points qui change beaucoup de choses. Ouais, et puis c'est pas le seul élément qui est rassurant parce que euh, on s'était dit quand on parlait de Détroit et quand on essayait de se projeter un peu vers les playoffs, on se disait quand même oui, mais qu'est-ce qui se passe sur les minutes où il n'y a pas Cade Cunningham? Qu'est-ce qui se passe Mhm. face à une équipe qui défend bien Cade Cunningham, qui l'isole bien de ses coéquipiers, qui le bloque bien? Bah écoute, en l'absence de Cade, leur attaque elle est diversifiée, il y a une réponse qui est collective, c'est d'ailleurs ce que Bickerstaff avait demandé au moment de la blessure de son meneur, il l'a dit et répété plusieurs fois en conférence de presse. Alors oui, comme attendu, Jalen Duren est devenu la première option offensive, mais on se rend compte qu'il y a plein de joueurs qui sont capables de prendre des choses en main. Sur la période, sur les 10 derniers matchs, là, un coup à Dennis Jenkins qui prend feu, un coup à Tobias Harris qui fait le taf, Duncan Robinson n'est pas là, bah c'est pas grave, on sort Werther du banc. Enfin, on a presque le sentiment qu'ils ont tellement le vent en poupe qu'ils peuvent composer avec beaucoup de choses, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de rassurant. Et ouais, en fait, cette période sans Kate Cunningham, elle prouve 2 choses. La première, c'est que cette équipe a des certitudes incroyables sur le plan défensif, sur son impact physique. Elle est pas si dépendante d'un joueur comme on a pu le penser parce qu'elle a ces ressources-là. Et la deuxième, c'est qu'il y a un système collectif qui marche extrêmement bien, avec un bon mouvement de balle, pardon, des joueurs intelligents qui font les bons choix dans le bon tempo, et un excellent coach. Ouais. Et finalement, en fait, cette période sans Kate Cunningham, c'est presque une opportunité pour cette équipe de grandir. Pour un joueur comme Dennis Jenkins, cette période, elle est capitale. On sait bien qu'il a aucune référence en playoff. Bon, déjà, en NBA, il avait quasiment pas de référence avant cette saison, mais tu vois, c'est peut-être ce qu'il fallait aux Pistons pour à la fois rassurer les observateurs avant les playoffs, mais aussi pour donner à certains joueurs la confiance nécessaire. Et puis même pour le coaching staff, en fait, cette période, elle est extrêmement importante. Avant d'entamer les playoffs, c'est effectivement cette absence de Kate Cunningham, quelque chose qui pourrait se révéler extrêmement bénéfique Bah ouais, ouais, pour je cette pense. équipe. Dans l'optique où Kate Cunningham revient en forme et est tout à fait fonctionnel pour les playoffs, effectivement, quand tu vois l'impact que ça peut avoir sur Dennis Jenkins, sa confiance, le fait de l'installer dans le jeu, le fait aussi de trouver pour Bickerstaff des rotations avec Jenkins qui fonctionnent très bien. Là, on voit par exemple que le trio Jenkins, Jalen Duren, Ozar Thompson, on va parler d'Ozar Thompson également, qui est un des tout meilleurs défenseurs de la ligue, Oui. et qui c'est cette identité aujourd'hui qu'ont les Pistons. C'est une équipe défensive absolument étouffante, suffocante, et c'est comme ça aussi qu'il fonctionne. Mais ce trio possède un net rating euh, supérieur au trio Duren, Thompson, Kate Cunningham. Alors, on est sur un petit échantillon, l'échantillon est moins grand, donc l'impact est beaucoup, beaucoup.
enfin, je veux dire, il se mesure moins par rapport à Kate Cunningham qui lui a engrangé beaucoup plus de minutes avec Duren et Thompson et qui a une marge d'erreur qui est beaucoup plus grande. C'est trop volatile en fait la stat avec Dennis Jenkins, c'est ça que je cherche à dire depuis tout à l'heure. Euh, Pareil, le duo Jalen Duren, Ozar Thompson, c'est un net rating absolument incroyable, alors qu'on parle de deux joueurs qui n'ont absolument pas de shooting. D'où ma conclusion. C'est comme ça que j'en arrive au fait que cette équipe, son identité est principalement défensive. Kate Cunningham, quand il est parti, la crainte, c'était effectivement de voir cette équipe mourir offensivement. Oui, c'est ça. Et c'est pas ça qui s'est passé. Kevin Huerter, qui a été rapporté à l'intersaison, est en train de trouver son rôle, a plus de ballons, plus d'opportunités de shoot tout d'un coup. Donc il est mis dans le bain quasiment à marche forcée et force est de constater qu'il est en train de trouver son rythme, il est en train de faire corps avec ce collectif. Après, tu as les certitudes, Ron Holland, Caris Lever, tu peux toujours le sortir, Javonte Green, son énergie, Marcus Sasser, qui est un bon shooter, alors il a des difficultés sur certains secteurs de jeu, mais aujourd'hui, il y a une équipe où JB Bickerstaff a vraiment un choix assez vaste Ouais. pour faire des combinaisons par rapport à n'importe quel adversaire. Ouais, et Moi, puis à ça, c'est une l'intérieur, tu as qualité. même un Paul Reed, tu vois, récemment a fait des bons Exactement. matchs. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est cette période pour la construction de la rotation en playoff, elle est absolument capitale. Et Jalen Duren, c'est quand même absolument incroyable. Alors, j'invite tous ceux qui sont anglophones, qui comprennent l'anglais, de lire le portrait qu'il y a eu de lui sur le site The Ringer. C'était en plein cœur de cette série de 10 matchs. Et tu un bon coup de projecteur sur Jalen Duren, où on comprend un petit peu ce qu'il a vécu. Lui, il a vécu la période catastrophique où cette équipe a quand même enchaîné 28 défaites consécutives. Euh, et vraiment le moment où tout le monde, c'était la risée absolue de la NBA. Et lui dit avec force, j'ai toujours cru qu'on allait retourner la situation. J'ai toujours envisagé qu'on allait devenir autre chose que ce qu'on était à l'époque. Et il a 22 ans, Jalen Duren, et il est déjà en train de devenir un joueur absolument imposant. Il y a aussi cette discussion qui est rendue compte dans l'article avec Ozar Thompson, où Ozar Thompson lui rappelle que physiquement, il est plus imposant que tout le monde et qu'il ne comprend pas pourquoi Jalen Duren ne s'en sert pas pour écraser ses adversaires, pour, dès qu'il a un mismatch, foncer dans le tas et aller faire ce qu'il veut, quoi. Et c'est ce qu'il explique. Il a dû travailler sur son dribble, il a dû travailler sur sa vision de jeu, et tout ça avec le coaching staff qui a été apparemment, c'est après la défaite l'an dernier face aux Knicks, c'est JB Bickerstaff qui, sentant que Jalen Duren avait envie de progresser, avait envie de faire évoluer son jeu, lui a concocté tout un programme pour l'été en lui disant voilà, si tes objectifs c'est ça, 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 voilà ce qu'il va falloir que tu fasses et on va mettre à ta disposition des coachs pour que tu puisses bosser dessus et que tu commences la saison prochaine en étant un joueur avec de nouvelles armes à disposition. Il raconte enfin, et je te laisse la parole ensuite, il raconte également comment il a écouté un podcast avec un joueur de football américain, Edelman, c'est un wide receiver, je crois, des Patriots, qui explique comment il s'est rapproché de Tom Brady à une époque pour travailler avec lui, pour s'entraîner avec lui, pour développer leur entente sur le terrain. Et Duren est allé à la rencontre de Kate Cunningham. Ils sont partis en vacances ensemble, ils ont rencontré leurs familles respectives. Et ça, c'est la part humaine que j'aime bien dans ces histoires-là. C'est que tout ça, ce n'est pas forcément du hasard. Là-dedans, il y a du travail et il y a de l'humain. Il y a des relations interpersonnelles et la volonté d'un joueur de se dire j'ai envie d'atteindre des objectifs, j'ai envie de progresser, je vais me donner les moyens personnellement de développer mon jeu parce que ça, je peux le faire, et je vais aussi aller vers l'autre. Donc quelque part, tu mets un peu ton ego, tu peux mettre ton ego de côté. C'est pas forcément évident pour tout le monde d'aller vers les autres et de tendre une main et d'aller à sa rencontre. Et, euh, et je trouve que ce portrait nous apprend beaucoup sur la personnalité de Jalen Duren,
qui était déjà un joueur que j'apprécie énormément. Et cet article me le rend encore plus sympathique. Ouais, non, mais c'est clair que Jalen Duren, il fait vraiment une saison qui est incroyable. Et en fait, enfin, moi, si tu veux, en fait, ce que j'aime bien dans ce qui se passe en ce moment à Détroit, c'est que tu parlais de l'aspect humain sur l'histoire de Jalen Duren, Kate Cunningham. Moi, je crois vraiment qu'humainement, cette période sans Kate Cunningham, là, ça peut faire énormément de bien. Tu vois, typiquement, Dennis Jenkins. Tu vois, l'année dernière, il y a un autre mec qui sortait un peu de nulle part et qui avait fait son trou dans une des meilleures équipes de l'Est. C'était aux Cavs. Et ça s'était pas si bien passé pour lui. Ty Jerome s'était complètement planté en playoff, mais finalement, Ty Ouais. Jerome, il avait jamais eu une période comme ça, tu vois, en saison régulière. Là, Dennis Jenkins, il est incroyablement responsabilisé. Il porte, il a énormément de responsabilités dans le jeu. Il a un impact fou. Tu vois, typiquement, là, son rôle dans la victoire face aux Wolves il y a quelques jours, il est énorme. Il est un Complètement. élément moteur du retour de son équipe dans le quatrième quart-temps. Il est en train de se prendre une injection de confiance, là, le mec. Il va se pointer en playoff, il aura peur de rien. Et c'est peut-être ça, l'année dernière, qui avait manqué à un joueur comme Ty Jerome, tu vois. Et donc, je pense vraiment, vraiment que cette période, elle est incroyablement positive pour Détroit. Et c'est pas, c'est pas quand même pas quelque chose qui était si évident, tu vois, au moment de la blessure Mais de pas du tout. Cunningham. On n'était pas catastrophique au moment de sa blessure parce qu'on se disait, bon, bah, Détroit a quand même un petit matelas d'avance. Et puis, dans le pire des cas, même s'il s'effondre, c'est pas très grave parce qu'il sera de retour en forme, etc., etc. Là, franchement, on est sur le. Enfin, s'il avait fallu écrire le scénario, tu vois, un scénario où tout se passait bien dans le meilleur des mondes pour Mmh. Détroit, ben ce scénario-là, il est complètement, c'est celui auquel on est en train d'assister en fait, et c'est ça qui est fou. Et vraiment pour le coaching staff, cette période, elle est bénie. Je veux dire, là, JB Bickerstaff, il est en train d'identifier les rotations qu'il va pouvoir mettre quand il fait souffler Kate Cunningham. Il est en train d'identifier des systèmes, des joueurs à aligner quand il le fera souffler. Enfin, c'est vraiment absolument parfait ce qui se passe pour eux. Parce que ça pointe du doigt des éléments où toi et moi, justement, on se grattait un peu la tête en se disant, mais comment ils vont faire dans ces cas de figure-là? Oui, ils sont en train de répondre à tous nos doutes, absolument. Exactement. Et on était en droit de se dire, finalement, Détroit, voilà, s'ils perdaient cette première place parce que Kate Cunningham est à l'infirmerie, Ouais, surtout qu'il y ça, avait un peu le côté croisé des chemins, tu vois, comme tu l'as dit. ouais, Boston récupérait Tatum, Détroit perdait Cade. Tu vois, ça aurait pas été aberrant d'imaginer les deux exactement. courbes se croiser, en fait. Ça aurait été décevant si t'es fan de Détroit, mais en même temps, tu pouvais totalement le justifier et trouver les excuses pour raconter ce qui s'est passé. Or, c'est pas du tout ce qui s'est déroulé. Et tout à l'heure, je parlais de l'évolution de Jalen Duren. Le fait qu'aujourd'hui, Jalen Duren soit capable de servir de hub offensif en tête de raquette, il y a un an, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit, je le vois pas. Alors, il a toujours été. On a toujours pressenti le talent chez ce joueur-là, mais non seulement il est extrêmement jeune, et, et il n'a pas forcément le physique déjà, tu vois, il a plutôt un physique de bûcheron. Ah, le mec, il a un physique, c'est n'importe quoi Ouais, à son un âge. bûcheron qui a pas besoin de hache, quoi. Ouais, c'est complètement fou, quoi. Le mec, voilà, il va faire tomber les arbres avec à coup de main, quoi. Euh, mais il a une finesse dans son jeu qui m'épate. Et une lecture de jeu, je pense à cette rencontre face au Thunder, là, qui était vraiment absolument passionnante. Sur certaines lectures, en plus, Dieu sait que le Thunder, qui est, je le rappelle, une défense historique dans l'histoire de cette ligue, on connaît tous leur capacité à faire déjouer les joueurs, notamment les créateurs, justement, ceux dont le travail est de faire des passes et de trouver les espaces et les joueurs démarqués. Et il y a certaines lectures de Jalen Duren qui, encore une fois, à 22 ans, mais ça m'épate totalement. Et là-dedans, il y a la capacité du joueur et, comme tu l'as très bien dit, un travail de coaching staff. Et là, je me dis aujourd'hui, ça me paraît quand même assez compliqué. Ça fait longtemps que j'ai pas réfléchi à ça, mais JB Bickerstaff pour le coach de l'année, ça commence à, je vois, j'ai du mal à voir qui je pourrais mettre. Tu vas peut-être me dire, parce que là, ton cerveau est peut-être en train de fonctionner. Et Jalen Duren en Most Improved,
Là, pour le coup, je vois pas de concurrent véritable Ah bah, le nickel concernant. Alexander Walker quand même. Écoute, Jalen Duren, quand je vois ce qu'il nous propose justement dans cette dizaine de matchs et Ah le ouais, fait mais qu'il c'est soit... sur la saison le trophée. Écoute, regarde l'évolution des stats de ce type-là et dis-moi que c'est pas quelqu'un qui est en train de devenir un tout autre joueur, quoi. Mais attends, ouais, nickel Alexander Walker, il est passé de 9 points par match à 20 points par match, hein. C'est... Jalen Duren a doublé sa moyenne de points, hein. Oh, tu crois? On va regarder ça tout de Non, suite. il est passé de 12 à 19. Non, 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 je te jure qu'il est derrière Nickel Alexander Walker tous les jours, hein, pour moi, dans ce trophée-là. Ouais. De 12 à 19. Je pourrais tenter de dire de 12 à 20, mais je sais pas. Moi, je trouve en Non, termes mais en plus, d'impact, il a déjà une saison à 14 points de il moyenne, a tu un vois. dossier assez fort, quoi. Ouais, mais il a une saison, tu vois, il y a 2 ans, il tourne à 13,8 points de moyenne par match. Enfin, tu vois, je trouve que son... Puis en plus, c'est toujours un joueur qui a été vu comme un joueur à très gros potentiel, là où Nickel Alexander Walker, enfin, tu vois, c'est un mec, il a 27 piges, il avait jamais été titulaire nulle part avant. Bon, pour moi, en tout cas, Nickel Alexander Walker est devant, mais si Jalen Duren là, je serais ravi et je pense qu'il le mérite tout à fait. Ça, y a aucun problème. Et sur le Moi, coach de l'année, j'ai l'impression que Duren va l'avoir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Duren va partir avec. Et encore une fois, au-delà de la production statistique, il y a vraiment le... Enfin, pourquoi aujourd'hui Détroit en est rendu là. Il y a Kate Cunningham a tout à fait son mot à dire là-dedans, bien évidemment. Je suis pas en train de dire que Jalen Duren est un joueur plus important que Kate Cunningham dans cette histoire. Mais si Jalen Duren ne passe pas un cap euh, déterminant dans sa façon de peser sur le jeu, au-delà de sa production statistique, mais aussi dans cette distribution du ballon, dans sa façon de servir de rouage dans ce collectif qui est vraiment impressionnant. Franchement, Détroit joue un basket qui est extrêmement plaisant à regarder, quoi. tout à fait, ça je suis bien d'accord. Et c'est pour ça que pour le coup de JB Bickerstaff, je pense effectivement que c'est aujourd'hui le favori pour le trophée de coach de l'année. Je pense que ses principaux candidats, bah, ils sont à chercher du Concurrent, côté, ouais. ouais, pardon, concurrents, ils sont à chercher du côté de Boston et Ouais, de San Antonio. Mais en ouais, je tout suis cas, d'accord. Ouais. voilà, en tout cas, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il est un des grands favoris. Ouais. Et qui fait un boulot absolument remarquable. Et franchement, quand on se rappelle de comment ça s'est fini avec Cleveland, c'est fou, quoi. En fait, il y a un truc que je remarque, c'est concernant Détroit, j'ai l'impression que le fait qu'ils aient dominé une grande partie de la saison, on s'est un peu habitué Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. à leur positionnement. Ouais. Boston, c'est un peu plus sexy. Et je dis pas, j'essaie pas de diminuer le parcours des Celtics, qui est tout à fait remarquable et impressionnant. Et Joe Mazzulla, c'est un coach extraordinaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les Spurs, Mitch Johnson, c'est pareil. Qui aurait pu parier ça du côté des Spurs? Personne. Les gars vont gagner 60 matchs. Je sais pas si on réalise la folie que cette équipe aujourd'hui, à ce stade de son évolution, en soi là, c'est fou. Et j'ai envie de te dire que c'est la même chose pour Détroit. Et Détroit, ils étaient tellement loin du compte. Et l'an dernier, même s'ils ont fait une bonne série face aux Knicks, de là à dire qu'ils allaient approcher les 60 victoires, tout ça en plus, ils sont en train de gagner malgré tout, alors que Kate Cunningham n'est pas là. Je veux dire, c'est quand même impressionnant, quoi. Oui, alors, je trouve que ce que fait San Antonio, c'est encore plus dingue, parce que San Antonio, l'année dernière, ils étaient quand même beaucoup plus loin que Détroit, même si évidemment ça s'expliquait aussi par les blessures, etc. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté, on banalise un peu trop la saison que fait Détroit, et c'est absolument hallucinant aujourd'hui de les retrouver là en tête à l'Est. Et c'est pour ça que pour moi c'était important de commencer par rappeler d'où venait cette équipe. Enfin vraiment, je dirais, c'est un truc de fou. Pardon, en préparant le numéro, là, je regardais un peu entre 2009 et 2000, entre 2019 pardon et 2024, ils ont gagné 94 matchs, les mecs. Hmm. Cette saison, ils vont en gagner 60. Combien 60. Allez, ils finissent à combien de victoires à ton avis? Allez, peut-être 60, ouais.
Attends, regardons. On va regarder. Ah bah super. Il faudrait regarder leur calendrier. Je vais regarder ça tout de suite. Je viens de supprimer ma page avec le calendrier. Attends, je vais te dire ça, moi. Je suis... Orlando, Milwaukee, Charlotte, Indiana. Bon, déjà, Indiana et Milwaukee, franchement, c'est gagné. Charlotte, ça va être sexy. Ouais. Ça fait partie de mes matchs que je voulais voir d'ici la fin de la Ah bah, saison. tu vois, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au playoff. Ah, t'es en train de spoiler, arrête! C'est pas possible, ça. Et Indiana, non, mais je pense ils peuvent tout à fait atteindre les 60, quoi. Ouais, bah, en théorie, oui. En théorie, si Hmm. t'atteins pas les 60, là, il y a un problème. Oui, après, ça dépend, ça dépendra de certaines décisions, C'est vrai. vu qu'ils ont, comment dire, la première place avec certitude, on Et verra oui, mais là, s'il y aura justement, pas deux, on, trois joueurs au repos, quoi. on en vient au gros dilemme de fin de saison, quoi. Est-ce que tu veux surfer sur la dynamique actuelle en mettant Hmm. surtout pas ton effectif au repos, ou alors est-ce que tu te dis le plus important, c'est d'éviter une Luka Doncic avec la blessure d'un joueur clé, quoi. Oui, oui, après, ça dépendra ça dépend de l'état de forme des joueurs et tout ça. Après, la blessure, bon, si le mec est en bonne santé, qui joue, qui se blesse, c'est comme ça, quoi. Et Hein. exactement, c'est pas de Tu chance. peux C'est la rien, même faire. malheureusement. Et oui. Tu peux rien du tout. Mais moi, je crois que enfin, pour terminer sur les Pistons, je pense que ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire, c'est vraiment le fond du jeu de cette équipe qui, rien que par rapport à l'an dernier, l'évolution est énorme. Ouais, je suis d'accord. Le produit enfin le basket qui est proposé aujourd'hui par les Pistons, il y a vraiment, il y a vraiment une rencontre entre un coaching staff et son effectif. Et il y a tellement de sens dans cette équipe. Elle est tellement bien bâtie. Trajan Langdon, qui a été nommé il n'y a pas si longtemps que ça, a Ouais, vraiment fait l'été dernier, je crois, non? un boulot de dingo pour permettre de mettre en valeur les talents qui composaient déjà cet effectif et de construire autour. Et Tobias Harris, tout à l'heure tu parlais tout de suite, je retrouve ça dans mes notes. C'est un joueur qui a souvent été moqué par le côté non spectaculaire de ses performances. C'est un mec, c'est Ouais, puis 18 par le points, 9 contrat rebonds qu'il à avait, chaque quoi, match. aussi. Tu sais. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est drôle parce que quand tu écoutes Bickerstaff parler de Tobias Harris, de l'importance qu'il a dans ce vestiaire, le fait qu'il soit encore quelqu'un de tout à fait productif en plus sur le terrain, euh, quand tu entends Tobias Harris parler de ses coéquipiers, quelle est cette dynamique, quelle est l'énergie entre eux à l'approche de ces playoffs, qu'ils vont clairement attaquer avec énormément d'ambition. Je trouve que c'est assez beau, en fait, le rôle de Tobias Harris dans cette histoire et de voir à quel point il est apprécié dans cette franchise et auprès des jeunes joueurs auprès desquels il évolue. Je trouve assez génial que ça se passe comme ça pour lui, alors qu'il y a un moment, notamment aux Sixers, Bah ouais. d'ailleurs, il s'est fait huer il s'est fait conspuer par le public, je ne comprends même pas pourquoi, la nuit dernière, là. Ça montre un mec qui était vachement kiffé parce qu'il a eu un contrat aussi. Et oui, mais c'est ça, le C'était son contrat contrat, c'est pas... qui amenait la critique et tout Parce le que monde disait moi, bah, il est beaucoup trop payé. moi, je vais te dire pourquoi il a été sifflé. Il a été sifflé parce qu'en 5 ans, le mec, il leur a pris 200 000 $, 200 millions, quoi. Et qu'ils ont dû arbitrer entre lui et Jimmy Butler. Aussi, ouais. Et Ben Simmons, faut pas se leurrer. Le choix de Ben Simmons était peut-être pire que Tobias Harris. Je dis ça à l'époque, c'était pas du tout le cas, faut arrêter le délire. Il était très fort, Ben Simmons. Non, et puis son contrat, il l'a pas volé. Hein. Non. Personne n'a obligé la franchise à lui filer cet argent-là. Donc, Exactement. Ouais. mais c'est sûr que oui, je suis d'accord avec toi. La manière avec laquelle son image a changé depuis son arrivée à Détroit, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. J'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que là, il est en fin de contrat. Hein. Mais tout à fait. Et c'est ce dont on avait parlé toi et moi, c'est que potentiellement cette équipe, il y a un moment ou un autre, elle va devoir faire des choix difficiles. Et je pense que Tobias Harris fait partie de ces choix difficiles. Oh, allez, il va bien accepter de prendre un tout petit truc. Il va avoir 34 ans cet été. Il a mangé comme un cochon à Philadelphie. Faudra qu'il accepte de prendre moins cher, mais ils ont des renouvellements de contrats, je crois, qui arrivent. Donc, et puis Ozar Thompson, par exemple, aujourd'hui, logiquement, c'est le joueur qui est censé arriver derrière, quoi. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Ozar Thompson, va falloir le prolonger cet été. Voilà.
Ah ouais, c'est pas facile à prolonger aux Il est éligible à la prolongation. Et Ron Holland, l'été prochain, il sera éligible pour une prolongation. Tobias Harris, il a 33 ans, il est il est à plus de 26 millions. Il faut voir combien il va prendre. Kate Cunningham, il est déjà prolongé. Bah, il y a Jalen Duren. Et t'as Jalen Duren qui a pas signé sa prolongation l'été dernier, lui. Donc là, c'est pareil, dans le portrait, il dit, ouais, il n'y a pas d'animosité avec le front office, on discute, j'ai bien compris l'aspect business. Oh bah, c'est surtout que lui, au final, il doit être bien content de ne pas avoir signé à l'époque, parce que le joueur qu'il est aujourd'hui, mais clairement, t'as pas trop le choix que de lui filer ce qu'il veut, en fait. ah bah là, tu vas devoir sérieusement passer à la caisse. Enfin, je veux dire, c'est clair. c'est définitif, quoi. Là, il n'y a pas trop de choix, quoi. Très sincèrement, et avec des garanties en plus, donc et sûrement des bonus avec en fonction des résultats. Donc il y a énormément de choix financiers à faire côté Pistons. Oui, mais on n'en est pas là de toute façon aujourd'hui. Et puis surtout, vu à quel point tous les derniers choix faits par le front office sont bons. Enfin, tu vois, avec Kevin Huerter, c'est pertinent comme choix. Et en fait, bah, on se rend compte que là, tu vois, typiquement Duncan Robinson, il a encore 30 millions de contrats sur 2 ans, sauf que c'est des années qui sont pas garanties du tout. Bon, bah, si tu peux récupérer un Kevin Huerter pour un contrat inférieur à ce qu'il touche en ce moment à la place de Duncan Robinson, t'es quand même pas mécontent, par exemple. Ouais, Kevin Huerter qui a de l'expérience en playoff. Ouais. Qui a déjà été dans des matchs coup près. C'est une bonne recrue. Et ils l'ont échangé contre Jaden Ivey qui a explosé en plein vol entre-temps, lui. Donc le choix est on ne peut plus pertinent aujourd'hui. C'est clair. Donc voilà. Et Ozar Thompson, je ne sais pas quoi dire d'autre que ce type est un élément fondateur également de cette équipe. Je pense que le trio Cunningham, Ozar Thompson, Jalen Duren, il est indéniable côté Détroit, quoi. Pour moi, c'est clair et net que c'est ces 3 gars-là sur lesquels tu dois mettre ton fric, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas d'autre discussion. Et Dennis Jenkins, écoute, c'est pareil, lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir, ce joueur-là? Il a gagné sa croûte, en tout cas. Voilà, il a gagné sa place en NBA. Hein. Là, je peux te dire qu'après cette saison-là, il va en avoir des opportunités. Et comme quoi, on raconte pas n'importe quoi dans ce podcast. On avait parlé de Dennis Jenkins en disant, les gars, regardez ce mec-là, il est pas mauvais. Eh ben, non seulement il est pas mauvais, mais... Ouais, merci à lui de passer de crash. Merci Dennis. tu passeras à la compta. Tu vas voir Daniel, là, il va te signer un truc. On va te mettre bien. On va te mettre 20 balles. 20 balles, vas-y. Il y a la tournée ce soir. On va parler des Lakers. Alors que les Lakers étaient potentiellement accrochés de manière décisive à la troisième place. Oh la vache. À la 3e place de la conférence Ouest. Ça te fait mal au cœur de dire ça à Lakers. Ouais, t'as vu, alors que les Lakers ça étaient pas bons. Sortir. Je tousse. Cette défaite cuisante face au Thunder la semaine dernière s'est révélée plus coûteuse que jamais. Il y a eu la blessure de Luka Doncic aux ischio-jambiers. C'est sûrement l'élément le plus déterminant de cette histoire. Oui. Il y a également eu Austin Reeves qui s'est blessé aux abdominaux, qui ne fait qu'ajouter au désespoir des fans. Là, il y a clairement la menace de voir Denver débouler à la 3e place, surtout avec cette victoire face aux Spurs ce samedi-là. Match exceptionnel. Sans Luka et Austin Reeves pour finir la saison, les Lakers pourraient dégringoler au classement, et pas qu'un peu, parce que les Rockets, ils ont qu'un match d'avance sur eux. Les Wolves sont un peu plus bas. Il faudrait vraiment que ça se passe très très mal. Je suis même pas sûr qu'ils peuvent fondre sur les Lakers pour le coup, pour la 6e place. Je sais pas si vous pouvez descendre plus bas, mais 5e, c'est tout à fait c'est tout à fait possible. Donc, est-ce que tu es inquiet, Charlie, surtout que vous avez un calendrier, il me semble, je vais regarder tout de suite pour vérifier, qui est pas super tendre avec vous. Bah, non, OKC, Warriors, Phoenix et Utah. Bon, tu vois, bon. Non, mais en fait, on s'en fout. Enfin, je vais te dire, Utah, on pourrait jouer. Moi, j'allais dire, on pourrait jouer des équipes qui tankent, que ce serait une chose. Non, évidemment, c'est pas vrai. Mais oui, évidemment, je suis dépité. Le visage que montraient les Lakers ces dernières semaines était bon, donc forcément, l'espoir d'un beau parcours de play-off. Bah oui, forcément, l'espoir d'un parcours de play-off dans le sillage d'un Doncic monstrueux était né. Bah. Là, forcément, coup sur coup, les blessures de Doncic et de Reeves, ça met un petit coup au moral. Et j'avoue, même au-delà du fait d'être fan des Lakers, en tant que fan NBA,
Ouais, Ça fait chier en fait quoi. On veut ouais. tous des beaux playoffs avec les meilleurs joueurs présents. Luka Doncic fait évidemment partie de ces mecs qu'on veut voir jouer dans les séries de playoffs et c'est pénible de voir ça. Bon alors visiblement c'est pas du tout impossible de le voir reprendre en playoff, peut-être même beaucoup plus tôt qu'annoncé dans un premier temps parce que visiblement il va aller suivre des soins entre guillemets spécialisés, hein, qu'on comprenne ce qu'on voudra en Europe et les plus optimistes parlent d'un possible retour dans 2 à 4 semaines. Si c'est le cas, bah effectivement, il serait de retour dès le premier tour et assez rapidement dans la série même, puisque si on l'a dit, je crois que les playoffs démarrent le 18 avril, donc tu vois, s'il est là dans 2 semaines, bah en fait, il sera là pour le deuxième ou troisième match peut-être. Bon, si ça se produit, évidemment, la question, ce sera dans quel état il sera, à quel point ça sera risqué de le faire reprendre, quelles éventuelles conséquences pour la suite, etc. Moi, tu sais, je suis toujours partisan de ne pas prendre de risques. Je comprends que tout le monde espère son retour le plus rapidement possible, et moi-même, en tant que supporter, je sais que sa présence est nécessaire à toute forme d'ambition, mais bon, même avec lui, qu'est-ce qu'on peut espérer? Enfin, là, en fait, aujourd'hui, les Lakers, surtout si à son retour, les Lakers sont reculés au classement, elles ont perdu l'avantage du parquet. Si Reeves est pas là, parce que Reeves, lui, a priori, il sera pas là avant le mois de mai, si j'ai bien compris. Donc, bon, voilà, mon premier réflexe de supporter, c'est j'espère le voir revenir le plus vite possible, pardon, mais à tête plus reposée, bah, je pense qu'il faudrait vraiment bien peser le pour et le contre en fonction de son état et de la situation des Lakers, parce que j'ai pas non plus envie qu'on prenne le risque d'aggraver sa blessure pour rien, si c'est juste pour prolonger une série ou juste pour passer le premier tour et avoir l'honneur de se prendre des tartes de la part du Thunder en demi-finale. Bon bah, c'est peut-être pas indispensable non plus. Mais ouais, non, c'est clair que je suis un peu dégoûté. Hein. Ces 2 blessures, elles ont mis un coup sur la tête. Déjà, la défaite face au KC, c'était quand même un bon gros retour à la réalité. Tu sais, c'est un peu genre le grand qui vient voir le petit en lui disant bon, c'est fini de rêver mon gars, voilà la différence de niveau. Mais effectivement, les blessures font mal et globalement, moi j'ai un peu la sensation que ces dernières années, on a un nombre de blessures chez les stars à l'approche des playoffs qui est trop important. Alors c'est peut-être juste un ressenti renforcé par le fait que je trouve qu'il y a trop de matchs, mais bon, voilà, écoute, au moins LeBron va pouvoir montrer à toute la ligue qu'il est encore capable de tourner à 30 points de moyenne et c'est très bien, ça lui servira pour trouver une équipe l'année prochaine. Ouais, ce que tu dis est très vrai. Si t'es fan de NBA, c'est quand même, Ah, ça fait chier, ouais. c'est impossible de se réjouir de cette histoire-là, parce que potentiellement, ça va nous faire un premier tour tronqué. Bah, bien sûr. Si les Lakers, il y a ni Luka Doncic, ni Austin Reeves, euh, Dieu sait que cette équipe a besoin d'être au complet, et déjà au complet, elle a déjà des Des points points compliqués. faibles, ouais. Il y a Marcus Smart aussi, qui est pas dans, qui traîne des blessures. Donc tout ça fait que c'est décevant pour le premier tour. On aurait pu avoir vraiment un premier tour excellent avec cette équipe des Lakers, Mais tu sais, parce que comme Lucas. même pour les demi-finales de conf, hein, parce que Mais enfin, bien sûr, toi et moi surtout, tu vois, si le classement il est figé en l'état, il y a quand même une chance pour qu'on ait une demi-finale de conf entre Denver et les Lakers, quoi. ouais, Ça aurait été cool. Voilà, on va pas se mentir, ça aurait été très cool. ça aurait été très très cool. On en avait discuté toi et moi, et c'est clair on n'aurait pas boudé notre plaisir de s'affronter dans le podcast. Ça aurait été un ring formidable. Avec la, enfin, on avait, enfin, je me serais pointé avec toute ma mauvaise foi et le reste. Mais on n'aura pas ça manifestement. Ah bah non, mais de toute façon, je dis des bêtises. En fait, on pouvait pas avoir une demi-finale Nuggets-Lakers en l'état. Ah, on n'en sait jamais, Ouais, ça aurait pu bouger. Non, mais voilà. Mais bon, dans ça tous aurait les pu bouger. cas, Hein. non, mais voilà, c'est clair que dans tous les cas. C'était pas tout à fait impossible. Puis au-delà de ça, effectivement, voilà, Luka Doncic, c'est un joueur, c'est un mec. Offensivement, il est d'un niveau qui est all-time. On veut voir ces mecs-là dans les séries de playoffs, Hmm. c'est sûr. Et puis là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant qu'on n'a pas Luka Doncic en playoff. C'est quand même relou cette histoire, quoi. Donc moi, ça me contrarie énormément. Bah ouais. Et puis ouais, que dire d'autre que les Lakers? Pourquoi précipiter son retour si c'est pour risquer une grosse blessure? On pose forcément à Damian Lillard, qui est revenu de son caillot sanguin pour se faire le tendon d'Achille, à Liberton, mais lui, il jouait quelque chose à Liberton. Donc il est revenu, mais lui, c'était blessure au mollet, il s'est fait le tendon d'Achille également. On pense à Durant en 2019.
J'avais trouvé aussi dans mes archives Grant Hill qui avait forcé sa cheville en 2000 en playoff contre le Heat. Il avait empiré sa blessure au Game 2 et voilà, sa carrière a été à jamais touchée par cette volonté de jouer un match supplémentaire. Si je peux trouver un petit rayon de soleil pour les fans des Lakers, en janvier 2018, James Harden avait souffert d'une blessure similaire, un ischio-jambier de type 2, grade 2. Il avait manqué 7 matchs en 18 jours d'absence. C'est ce qu'il avait fait également face aux Bucks en 2021 dans cette fameuse demi-finale dont on avait parlé l'autre jour là. Mais bon, là, il était clairement diminué. Moi, je suis fan des Nuggets. C'est une blessure que je connais bien. Aaron Gordon et Peyton Watson sont dérangés régulièrement par cette blessure. Là, Peyton Watson, il a réaggravé il a réaggravé. Ça s'est reparti en douleur mercredi dernier. Donc, il est désormais remis en observation. C'est des blessures qui non seulement sont pénibles parce que tu peux pas forcément jouer dessus ou péniblement, le risque d'avoir une blessure plus grave et pas négligeable. Et le pire là-dedans, c'est si admettons Luka Doncic dans ces playoffs là se fait une blessure dramatique parce qu'il a forcé son retour. Ça sert à quoi? Ah, rien. Vous jouez rien. En vérité, vous jouez rien du tout. Non, pas du tout. Vous jouez une qualification, voilà, passer un tour de play-off et puis advienne que pourra en demi-finale, quoi. Mais est-ce que tu prends ce risque-là avec Luka Doncic? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, c'est clair. Non, mais c'est Surtout clair. qu'on n'est pas à l'abri que le premier match où il va rejouer, il va se refaire exactement la blessure et ça sera terminé, quoi. Tu sais que si là, t'es en train de porter la poisse, là, hein. Si ça se passe comme ça, je saurais à qui en vouloir, hein. Mais arrête. Mais non, mais les ischio-jambiers, de toute façon, c'est l'une des blessures les plus traîtres qui existent dans Ouais, ce non, mais bien sport. sûr, bien sûr. Et quand bien même on va te dire c'est bon, t'es remis, t'as fait tous les traitements nécessaires, même les traitements miraculeux de tout ce que tu veux, ces blessures-là, c'est hyper compliqué à s'en remettre. Ouais, Logiquement, tu t'en remets jamais comme ça en aussi peu de temps, quoi. C'est quasiment impossible. tout à fait. Par contre, Donc, petite et d'ailleurs, moi thérapie. j'ai peur pour Watson là. Watson, c'est pas du tout certain qu'il soit remis. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir est-ce qu'il va falloir sortir le sortir du frigo au premier tour, quoi. Bah, ça va un peu dépendre, ouais, c'est ça va dépendre de. Enfin, après, Des le premier match-ups. tour, il Ouais. risque de pas être facile non plus, hein, donc ouais, faut voir. Et oui, Ça juste, dépend si c'est les Rockets. Si c'est les Rockets, ça va. Si c'est les Lakers, ça va. ah bah si Ça c'est les va. Lakers sans Doncic et sans Reeves, oui, tu peux te faire plaisir là. Si c'est les Wolves, ça va pas. Ça va pas, non. Non, ça va pas. Et oui, juste, on a dit que ça faisait 2 ans sans playoff pour Doncic, mais si, l'année dernière, il a bien joué les playoffs, hein, Luka Doncic. Vous avez fait les playoffs l'an dernier? Mais oui, Bah putain, ouais, mais complètement. Mais je suis complètement à la masse. Mais t'as raison. tu nous manques vraiment trop de respect là. Non, mais t'as trop raison. C'est juste que vous êtes fait sortir comme des malpropres, Ah c'est bah pour ça. voilà, tout de suite, c'est bon. C'est comme si vous étiez pas allé. Arrête, on a Mais gagné un non, je match quand déconne, même. ça va. Non, t'as raison, la vache, mais grave, je fabule C'est la totalement. fatigue, c'est la fatigue C'est de pas tout le sérieux. monde. Merci, Charlie, de Mais me non, mais parce sauver qu'en des plus, j'ai méandres dit de oui, ma oui, comme mémoire. machinalement, comme un. Oui, c'est parce que t'as confiance en moi. Ouais, exactement. Je Tu devrais vois. pas faire. J'ai confiance en ta détestation des Lakers. On va partager avec les auditeurs pour terminer ce podcast nos séries, les séries qu'on aimerait vraiment, vraiment voir pendant ces playoffs. J'en ai choisi deux, t'en as choisi deux. Je te laisse commencer, Charlie. Écoute, bah, un petit Nuggets Spurs. Forcément, Ah, comme par ouais, hasard. voilà. Il y a un côté culture de l'instant, hein. Le match qu'on a vu entre les deux équipes était magnifique. C'est peut-être un des plus beaux de la saison, avec 2 performances incroyables de Jokic et Wemby, bien épaulés par des collectifs fonctionnels, des belles perfs. Il y a un beau scénario avec une victoire en prolongue. Enfin bref, tout pour me donner envie de voir une série longue entre ces deux équipes. Et en plus, c'est un peu une série qui aurait valeur de test pour savoir si une de ces deux équipes peut taper OKC.
Voilà, c'est le duel qui m'intéresse le plus parce qu'aujourd'hui, c'est sur le papier les deux équipes qui, pour moi, ont le plus de chances d'aller bouleverser le scénario attendu à l'Ouest. Et c'est aussi probablement les deux équipes que j'ai le plus hâte de voir en playoff, au moins à l'Ouest. Cette équipe de Denver, elle a été construite pour les playoffs. On sait que Jokic regrettait le manque de rotation les saisons précédentes, le manque de profondeur, pardon, dans la rotation les saisons précédentes. Et ce manque, il a été comblé. Alors oui, la régulière a été compliquée. Je pense que tous ceux qui ont écouté le podcast toute la saison ont bien conscience du fait que tu es passé par tous les niveaux de frustration ces derniers mois. Mais Complètement, ouais. tout ça peut être qu'anecdotique finalement. Tant ce qui compte, c'est les semaines qui viennent. Et San Antonio, bah, ils ont déjà tellement transcendé les attentes qu'on pouvait avoir à leur sujet que même moi, qui essaye de rester ultra pragmatique depuis le début, qui répète constamment que cette équipe n'a pas d'expérience et que ça va leur faire défaut, bah, je finis par croire un peu au fond de moi que un exploit est peut-être possible, etc. Donc, voilà, moi, cette série, j'ai envie de la voir. Je suis sûr qu'on pourrait se régaler. Je pense même que ce serait potentiellement une meilleure série qu'une série avec OKC, du moins pour moi, parce que je préfère le jeu de ces deux équipes-là, parce que Jokic et Wemby sont peut-être les deux joueurs qui me fascinent le plus en ce moment, parce que je pense que cette série, en plus, elle peut être extrêmement importante pour le futur de San Antonio. Tu vois, soit ils l'emportent, et dans ce cas-là, je pense qu'ils sont sur une dynamique qui leur autorise tous les espoirs, soit ils sortent, et dans ce cas-là, cette série leur aura donné des enseignements importants pour la suite, pour construire une équipe capable d'accompagner Wembanyama au titre. Donc voilà, une éventuelle demi-finale de conférence à l'Ouest entre Spurs et Nuggets, c'est une affiche que j'ai vraiment très envie de voir. Je pense que je pense que pour Wembanyama, en plus, c'est le meilleur test possible, quoi. De devoir te coltiner Jokic sur une série de playoffs. En plus, de l'autre côté du parquet, tu te tapes Gordon. Ah bon, c'est pas mal. Et globalement, pour l'apprentissage des Spurs, ce serait une super affiche parce que cette équipe, elle a encore besoin de grandir. Tu vois, typiquement, sur le dernier match contre Denver, dans la fin de match, il y a des choix qui sont pas forcément très maîtrisés. Et ça, c'est un manque d'expérience aussi. Donc voilà, j'ai hâte de voir et de toute façon, il reste là aussi un match de saison régulière entre les deux, hein. Le dernier match de la saison pour les Mm. Spurs et pour les Nuggets, c'est une confrontation directe le 12 avril. Donc il nous reste de quoi nous régaler quoi qu'il arrive. Ouais, complètement. Le match était incroyable. Magnifique. Ça, c'est sûr et certain. Je regardais Nerdsush qui a fait une vidéo. C'est un podcast américain qui a fait une vidéo justement sur le duel Wembanyama-Jokic depuis que Wembanyama est arrivé dans la ligue. Et la production de Nikola Jokic face à lui est quand même extraordinaire, quoi. C'est irréel. Il est irréel, ce joueur. Ouais, Et il y avait une analyse que j'ai trouvée extrêmement pertinente. Euh, c'est le fait que, en fait, Victor Wembanyama, et c'est ce que veulent éviter la plupart des équipes habituellement, c'est de faire un match-up direct entre ton pivot et Nikola Jokic. À part Ivica Zubac, il y a quasiment aucun pivot qui arrive à s'en sortir d'une manière ou d'une autre face à Jokic en confrontation directe, hein. ouais, ouais. Et il soulignait le fait que les deux équipes qui posent le plus de problèmes à Jokic, c'était les Wolves de 2024, avec Karl Anthony Towns qui venait le prendre au muscle et Gobert qui venait en deuxième rideau au cercle. C'est exactement ce qu'a fait le Thunder également l'an dernier, avec Isaiah Hartenstein ou Jalen Williams qui viennent lui rentrer dans le buffet, et Chet Holmgren qui est là et qui est en couverture pour aller poser ses contres éventuellement. Les Lakers avaient tenté cette forme de défense également, avec un peu moins de succès. Bon, ils s'étaient fait sweeper, mais c'était Rui Hachimura qui venait au contact et Anthony Davis qui venait en deuxième rideau. C'est une des premières fois d'ailleurs qu'on voyait cette défense utilisée de cette façon-là. Euh, et c'est ce que n'ont pas les Spurs. En fait, les Spurs derrière Wembanyama, ils sont petits. Euh, donc ils jouent pas, ils jouent rarement Wembanyama. Enfin, ils l'ont fait au début de saison, mais ils le font beaucoup moins depuis le duo Wembanyama-Luc Cornette. Donc, ce que tu disais par rapport à ça, c'est effectivement, est-ce que l'enseignement des Spurs, c'est pas justement d'avoir un joueur capable d'être physique comme ça et d'offrir une confrontation dans l'optique d'affronter les Nuggets, par exemple, d'affronter un gars comme Jokic pour permettre à Wembanyama d'arriver en second rideau. Ça peut être quelque chose auquel les Spurs vont penser. Ceci étant dit, le duel est absolument extraordinaire et Jokic le disait lui-même.
affronter Wembanyama, c'est un cauchemar. C'est un Ouais. cauchemar absolu. Il dit j'ai mis mon Somber Shuffle un de mes derniers tirs, mais il y a 1 an ou 2 ans, il m'avait contré et il est obligé de. Tu sens qu'il est obligé de sortir le meilleur de lui-même pour réussir à dépasser l'obstacle, quoi. Et, euh, et c'était vraiment beau cette confrontation parce que tu sens que ressent le besoin de se sublimer. Wembanyama, tu sens la frustration de se retrouver face à un mec comme Jokic qui met des flotteurs. Alors c'est pareil, les commentaires de Stan Van Gundy, je les ai particulièrement appréciés sur Prime Video parce qu'il disait un truc extrêmement vrai concernant Jokic, c'est quand il fait ces petits flotteurs comme ça qui passent par-dessus en cloche, par-dessus Wembanyama, ou même par-dessus n'importe quel défenseur, il dit mais ça on a l'impression que c'est un shoot à 3 mètres du cercle qui sont simples à mettre, alors que pas du tout. Techniquement, c'est un des tirs les plus compliqués. Réception du ballon, tourner ton épaule et faire ta petite balle en cloche, c'est sur un pied, et souvent c'est le mauvais pied parce qu'il essaye de confondre la défense. C'est excessivement compliqué, quoi. Et techniquement, ce mec, il est fou, Ouais, il est il est incroyable. incroyable. Il est incroyable. Et la lecture, pareil, il y a eu deux, trois propositions d'Adelman en sortie de temps mort, notamment cet écran en tête de raquette où tu as Jamal Murray qui fait la remise en jeu, écran tête de raquette de Gordon sur Wembanyama, Julian Champagny, il voit Jokic partir sur le côté, donc il fonce pour compenser. Wembanyama qui court après Jokic pour reprendre son duel, parce que c'est hors de question que Jokic se retrouve face à Champagny. Et tu as 2 joueurs sur Jokic, et Jokic il reçoit la balle, immédiatement la passe à Aaron Gordon pour le dunk. Magnifique, Ouais. magnifiquement Et, écrit, quoi. et Gordon qui a fait du super boulot dans ce match. Ouais, C'est mais c'est là où complètement. vraiment tu mesures à quel point la présence de ce mec-là, elle est vitale pour cette équipe. Ouais, tout à fait. Ça ouvre tellement de choses. Sans lui, c'est beaucoup trop. Tout est fermé, en fait. Surtout quand tu as un match comme celui-ci où Stephen Castle a défendu hyper dur contre Jamal Murray. Jamal Murray a galéré toute la rencontre. Donc, dans l'optique d'une série face aux Spurs, il y aura forcément un regard sur ce duel-là. Est-ce que Jamal Murray serait capable de se défaire de Stephen Castle? Stephen Castle a fait un match extraordinaire également. L'engagement défensif de ce joueur-là, c'est hallucinant, l'énergie qu'il a. Son jeu en pénétration, il est dingue. Il est trop fort. Et quand il met ses tirs, mais il est injouable, ce type. Il est infernal. C'est un poison. C'est clair. Donc, non, bah écoute, très bon choix, hein, je vais pas dire le contraire. Le 2 contre le 3 de la conférence Ouest, ça serait ça potentiellement, pour avoir ce match-up en demi-finale. Hein, c'est ça que. Tout à Et fait. je suis d'accord avec toi. Ça peut être une rampe de lancement pour les Spurs, idéal. C'est-à-dire en termes de confiance. Est-ce que les Nuggets sont capables de jouer à ce niveau de compétition? Parce que Dieu sait que les Spurs ont foiré des trucs, notamment je pense à De'Aaron Fox qui a loupé des tirs un peu trop précipités, des fois mal. Ouais, même en fin de match, il a mal géré des possessions Ouais, tout ouais, il court, a quoi. mal géré trop de Franchement, possessions, il a perdu beaucoup de ballons, quoi. Et Jokic, pendant ce temps-là, il fait un match en 40 points, plus de 10 passes et 0 balles perdues, quoi. Waouh. Je crois que c'est le premier pivot de l'histoire à faire ça, je crois. Il n'y a jamais eu chez un pivot un match comme ça. Bref. Moi, mon premier choix, ça serait Détroit contre Charlotte. Je ne lâcherai pas cette confrontation. J'ai envie de voir Détroit face à Charlotte. Pourquoi? Parce que je pense que l'engagement physique serait idéal, en plus dans un contexte playoff. Je pense qu'il y aurait vraiment, il y aurait vraiment quelque chose à retenir de cette confrontation aussi parce qu'il y a eu la baston pendant la saison, pendant la régulière. Euh, donc il y aurait un engagement supplémentaire, je pense, des deux équipes, l'une en face de l'autre. Et pour les Hornets, je vois pas meilleur exemple à suivre que les Pistons. Et tu viens de parler de d'apprentissage pour les Spurs en affrontant une équipe comme les Nuggets. Je pense que pour les Hornets, pour Moussa Diabaté, pour Concanopel, pour tous ces mecs-là, jouer une équipe comme les Pistons, vu l'histoire dont on a détaillé un petit peu
les galères, les saisons perdues, et puis tout d'un coup, la montée en puissance, la série de playoffs qui te fait prendre confiance et qui te met sur de bons rails. Je veux croire que les Hornets, ça puisse leur arriver. Ouais, bah en fait, je suis d'accord avec toi, c'est une série qui serait vraiment cool, mais déjà, il faut que Charlotte sorte du play-in, quoi. Bon, ça c'est évident, c'est Ouais, ce qu'on bien souhaite, toi sûr. et moi. Mais, moi, je vais te dire, je pense que pour Détroit, ce serait hyper important, en fait, surtout, parce que Détroit, ça fait quasiment 20 piges qu'ils n'ont pas remporté une série de playoffs, quoi. Moi, j'ai surtout hâte. Je Ouais. t'avoue, j'ai adoré Charlotte toute la saison et tout. Mais s'il y a cette affiche-là, moi, j'aurais surtout les yeux rivés du côté de Détroit, parce que c'est Détroit, en fait, dont j'attends beaucoup. En fait, moi, je veux pas encore me projeter sur les chances de Détroit en playoff cette saison tant que je les aurais pas vus gagner une série de playoffs. Tu vois, c'est peut-être un peu basique, c'est peut-être un peu bête, Mhm. etc. Mais voilà, pour moi, ça serait un moment important pour ça. Et puis côté Charlotte, ce serait un moment extrêmement important pour leur avenir. C'est clair, hein, c'est une équipe qui a besoin de ce genre de moment. C'est une équipe qui monte en puissance, qui a des jeunes vraiment intéressants et qui, logiquement, devrait, dans les saisons à venir, être une équipe qu'on retrouve régulièrement en playoff. Donc c'est absolument une équipe qui a besoin de vivre ce genre de moment le plus tôt possible. Et ça récompenserait une super saison qu'ils ont fait. Et quand tu regardes leur calendrier de fin de saison, à eux, là, t'as leurs 3 derniers matchs, Boston, Détroit, New York. Allez, les gars. Ouais. Petit avant-goût des playoffs, là. Ouais, carrément, non, mais rien ne va être facile et sortir du play-in, c'est toujours compliqué parce que ce sont des matchs éliminatoires. Alors, s'ils sont 7-8, euh, ils auront encore une chance. Ah, mais ils peuvent encore être 9-10, hein, quand tu vois les 3 derniers matchs qu'ils ont à Ah, mais jouer. complètement, tout ça, ça se joue dans un mouchoir de poche. Parce Ils ont qu'Orlando, même ils ont pas un match tout. d'avance sur Orlando, Ouais, donc, c'est ça, exactement. Orlando est dans leur sillage. bien évidemment, non, non, les Hornets, ils sont loin d'être sortis Et d'affaires. puis affronter Miami Et, en play-in, franchement, moi, tu vois, t'as pas envie d'affronter le sorcier Spoelstra, là, sur un match. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il va me carrément, sortir encore? je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que le Heat s'est fait une spécialité de enfin, d'arriver en playoff en passant par le Ouais, play-in. c'est clair. C'est comme ça que ça se passe à Miami, c'est pas autrement. Donc, non, non, mais voilà. Mais très sincèrement, si demain tu me demandes un premier tour à l'Est que j'ai absolument envie de voir, ça serait Charlotte Détroit. Ouais, mais je comprends. En- Dans l'optique d'un 1-8, c'est souvent des purges, les 1-8. C'est souvent des match-ups qui sont pas intéressants parce qu'il y a une vraie différence, un vrai écart de niveau. Par exemple, Ouais, à l'Ouest, le 1-8, je pense pas que ça va être, je pense pas que ça va être fun, quoi. Sauf si c'est les Clippers éventuellement. Là, il y a un historique. Peut-être que ça peut être drôle, mais j'ai un doute, quoi. Si c'est Phoenix, bon, j'ai un gros doute sur le fait que ce soit compétitif, quoi. ah oui, oui, je suis d'accord, ouais, je suis Alors, complètement. je dis pas que les Hornets contre les Pistons, ça va être un truc un game set ou je sais pas quoi. Non, Mais, non, mais ça va être mais fun. je pense que ça peut être une série, en 5 matchs, voire 6 si les Hornets ont décidé d'être d'être dans une bonne dynamique, qui peut être très très fun. Ça peut être très fun comme série. Bah, tu vois, si c'est une série en 6 Bon matchs, délire. eh ben, je serais mitigé pour Détroit, quoi. Tu Ah vois, ouais? je me dirais, ouais, ouais, franchement, ouais, hein. Ah ouais? Bah, En pourtant, fait, non, mais mitigé pour Détroit, en fait, parce dans le que sens où, Les Hornets, attends, je comprends, mais les Hornets, c'est pas comme si c'était n'importe quoi depuis enfin, ça fait un moment maintenant que les gars, ils sont sérieux, quoi. oui, mais je suis d'accord. Mais enfin, Détroit, c'est les patrons de la conférence Est aujourd'hui. Et c'est ça que Oui, oui. j'attends d'eux en playoff, en fait. Tu vois, moi, je veux qu'ils commencent cette campagne de playoff en montrant que la meilleure équipe de la conférence, c'est eux, sans débat. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Parce que les Hornets, depuis la mi-février, ils sont au coude à coude avec les Spurs, les Hawks et le Thunder pour le meilleur D'accord, net mais rating de la ligue, quoi. ok, mais ils ont jamais foutu les pieds en playoff, ces mecs-là. Non, mais bien sûr, y a pas de souci. Mais il faut quand même prendre en compte la dynamique, quoi. Et Oui, mais il la faut aussi. dynamique fait que si tu dis je donne Détroit en 5 matchs, 6 matchs, ça dépend. Après, il faut voir la tronche des matchs, quoi. 5 matchs, ok. 6, je serais un peu déçu pour Détroit. Même si c'est 4 volets et 2 matchs arrachés par les Hornets, même Ouais, si tu as des histoires comme ça, ok, ok. ouais, parce que ça veut dire que t'as laissé passer 2 matchs, en fait. Et raison de plus, tu vois, si t'as mis 4 roustes sur tes 4 victoires, mais que t'as laissé passer 2 matchs, ça veut dire que t'as eu des vrais trous d'air, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, écoute, je sais pas.
Je sais pas si je verrais les choses comme ça. Mais après, en même temps, je suis un mec qui pensait que les Lakers n'avaient pas fait les playoffs l'an dernier. Donc, qu'est-ce que je connais du basket Je sais pas si c'est une bonne chose de m'avoir invité dans ton podcast, Charlie. Ton deuxième choix. Bah écoute, mon deuxième choix, je vais à l'Est aussi. Ah, Et c'est Boston contre New York. Et en fait, je suis un peu dans la même démarche que Nuggets Spurs, tu vois. Je veux qu'en regardant cette série, je me dise, ok, bon bah à l'Est, il y a au moins une équipe qui est un candidat très sérieux. Alors tu me diras, ok, il y a Détroit et tout, mais moi, Détroit, je reste sur l'idée que tant que j'aurais pas vu Détroit gagner une série de playoffs, j'ai pas envie de me projeter. Et et en réalité, je pense pour l'instant qu'en configuration playoff, Boston et les Knicks sont plus dangereux que les Pistons. Je le pense parce que l'expérience, parce que les certitudes, parce que le star system qui est quand même plus développé dans ces deux équipes-là. Et cette confrontation entre Boston et les Knicks, en plus, et ça c'est quand même un peu le truc qui est important pour moi, c'est que ce serait la revanche de la demi-finale de conférence de l'année dernière, ouais. qui avait tourné en faveur de, alors, qui avait tourné en faveur de, qui avait tourné court un peu parce qu'il y avait eu la blessure de Jason Tatum au match 4, mais n'empêche qu'on n'oublie pas que New York menait dans cette confrontation. Tatum, il se blesse à 3 minutes de la fin du match 4 et le chemin, il est déjà fait. Les Knicks sont déjà en train de mener 3-1, c'est quasiment fait. Donc, voilà, j'ai un peu envie de voir cette affiche-là. Je pense que ce serait En fait, tu vois, je pense que c'est symbolique pour Jason Tatum aussi. S'il y a bien une série où il aura envie de montrer qu'il est de retour, pour moi, c'est cette série-là, pour le symbole. Et ouais, voilà, moi, Détroit, j'attends de me projeter tant qu'ils n'ont pas gagné. C'est tant qu'ils m'ont pas prouvé qu'ils sont aussi capables en playoff d'être la même équipe qu'en saison régulière. J'attends un peu. Donc voilà, en état, une affiche entre Knicks et Celtics, pour moi, c'est immanquable. Et en plus, pour les Knicks, cette campagne de playoff, elle est hyper importante. Alors, toutes les campagnes de playoff sont importantes, évidemment, mais l'été dernier, ils ont quand même fait le choix de se séparer de Thibodeau, justement pour passer un cap. L'année dernière, ils avaient su passer l'obstacle que représentait Boston. Si là, ils se font sortir en demi-finale de conférence par ces mêmes Celtics, pour moi, ce serait un peu un aveu d'échec. Et ça pourrait potentiellement déboucher sur d'autres changements cet été, pas forcément dans le coaching staff, mais plutôt sur l'effectif. Ouais. Donc voilà, je pense que sur le papier, les demi-finales de conférence, entre guillemets, logiques à l'Est, c'est Pistons, Cavs et Knicks, Celtics. Et honnêtement, sur ces deux affiches-là, celle que j'ai le plus envie de voir, c'est Knicks, Celtics. Ouais, effectivement, l'optique d'une revanche par rapport à la saison passée, c'est forcément hyper attrayant. Et comme tu dis, quand je repense à nos conversations au début de saison, on était là à dire ouais, les Knicks et les Cavaliers, c'est peut-être les deux équipes les plus sérieuses à l'Est. Ah, c'était les Et, attendus, ouais. et nous voilà plusieurs mois plus tard où clairement les Knicks et les Cavaliers, c'est difficile aujourd'hui de s'enthousiasmer pour ces deux franchises en l'état. Ouais, tout à fait. J'ai du mal à croire qu'ils vont réussir à inverser la dynamique. Ce sont deux bonnes équipes, mais ce ne sont pas des équipes que je vois aller au bout, du tout, très clairement. Alors que Boston et Détroit, même, enfin, s'ils sortent de la conférence Est, il y a plus de chances que ça tourne dans le bon sens, quoi, potentiellement. Comme tu dis, les Knicks, c'est hyper important. Je pense qu'il y a un monde, malgré tout, où ces deux équipes, la Cleveland et New York, que je vais mettre dans le même tas vite fait, juste pour le propos, mais je pense qu'il y a un monde où ces deux équipes nous surprennent en playoff. Je peux tout à fait concevoir que les Knicks, une fois arrivés en playoff, une fois se confrontés à l'adversité, nous proposent un basket qui pourrait être plus sexy que ce qu'on a vu depuis ces derniers mois, quoi. Ou c'est une équipe solide, mais tu as du mal à voir l'ambition derrière. Pour moi, il y a trop de problèmes, notamment défensifs. Il y a trop de choses qui ne collent pas, quoi. Donc ça serait marrant parce que l'an dernier, New York était en pleine bourre et ils se sont quand même fait battre par Indiana au final. Et Boston, il y a cette blessure, mais comme tu l'as dit, la série était clairement dominée par les Knicks.
même avant la blessure de Tatum. Ouais. Donc, à voir comment ça se passe, s'ils se retrouvent une fois encore en play-off. Avec cette fois les Celtics qui ont fait une saison où ils ont montré un caractère absolument exemplaire. Et les Knicks, c'est ce qu'ils sont capables de se mettre un coup de pied aux fesses un peu et de se réveiller une fois arrivés en play-off, justement, une fois que les choses sérieuses vont commencer. À voir ce que Mike Brown va pouvoir proposer également sur le banc. Est-ce qu'il sera capable de trouver les solutions Ça va être très intéressant. C'est une très bonne idée. Ouais, ben moi, je te dis, pour moi, sur le papier, vraiment, c'est les deux équipes que j'ai le plus hâte de voir en configuration playoff, en tout cas. Ouais, complètement. Ouais. Là, le dernier choix, c'est mon choix. J'avais prévu de mettre Wolves Thunder à la base. Mais de plus en plus, je commence vraiment à me poser des questions sur Minnesota. Je sais pas si tu as vu là, mais Anthony Edwards, son genou, il arrive pas à se remettre de sa blessure au genou là. Ouais, c'est terrible, ça. Ça va et ça revient, c'est un peu permanent. Donc c'est assez inquiétant en fait. J'espère pour lui que ça va bien se passer. Même chose que pour ce qu'on disait tout à l'heure, les Lakers avec Doncic et Austin Reeves. T'as pas envie de voir des joueurs comme ça manquer les playoffs. T'as envie de les voir en pleine possession de leurs moyens. Et quand je disais Wolves Thunder, pourquoi? Parce que j'avais envie de voir si Anthony Edwards et Jaden McDaniels étaient capables de faire mieux que l'année dernière. Ouais, de réajuster leur jeu par rapport à la saison passée. Surtout Anthony Edwards, qui avait montré pas mal de limites dans sa compréhension de la défense du Thunder et comment se sortir des prises, des espèces de tenailles dans lesquelles il l'envoyait et où il perdait des ballons parce qu'il partait sans avoir un plan à peu près concret de ce qu'il voulait faire et sans jamais véritablement s'ajuster. Et je dis ça c'est pas méchant ce que je dis envers Anthony Edwards parce que quelqu'un pourrait tout à fait me rétorquer et Jokic face au Thunder, il a fait quoi? Et ben c'est pareil, il a perdu des ballons dans tous les sens et il se faisait tenailler de la même façon. Mais mine de rien, quand tu vois comment dire, l'évolution de la série de Jokic face au Thunder, au bout d'un moment, il a réussi à être beaucoup moins impacté par la défense du Thunder. Du moins, il y a eu certains matchs où il trouvait un peu comment faire pour la contourner et il arrivait à comment dire, à trouver des solutions collectives pour permettre à ses coéquipiers et aux Nuggets de regarder le Thunder droit dans les yeux, quoi. C'est pas l'impression qu'on avait eue avec les Wolves. Les Wolves, on avait plus l'impression qu'ils subissaient quand même plus régulièrement, enfin la plupart du temps, quoi. C'était un peu compliqué. Autre chose que je me suis noté, c'est est-ce que ça peut éventuellement arriver à confirmer le fait que Julius Randle et Rudy Gobert sont pas forcément. Enfin, il est peut-être temps de tourner cette page-là, quoi. Ou au contraire, est-ce que non, pas du tout. C'est des gars qu'il faut garder parce que on a su trouver les solutions, on a su rééquilibrer les choses. Et moi, c'est un truc que j'aime bien, la résolution de problèmes. Et je trouve que Minnesota a le personnel pour. Je dis pas pour battre le Thunder. Je sais pas. Je suis pas en train de dire que j'ai envie de voir Minnesota vaincre OKC. Je sais pas s'ils sont en mesure et capables de le faire. Mais j'aimerais les voir opposer plus de résistance et voir la manière dont ils pourraient s'y prendre. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Si tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça, et après je vais dire un autre choix auquel je pense. Bah écoute, non, bah juste effectivement, ce serait l'occasion de voir si les Wolves ont progressé, mais vas-y, dis-moi quel est ton autre choix. Et sinon, j'aimerais bien un petit Rockets Thunder. Là, j'imagine que les Rockets ils finissent 4 ou 5. Donc ils remportent un premier tour et ils affrontent le Thunder au deuxième tour. Et très sincèrement, je pense que ça serait une boucherie totale. Tu aurais l'équipe qui provoque le plus de ballons perdus contre celle qui en perd le plus parmi les équipes qualifiées en playoff. Je pense qu'il y aurait je me demande s'il y aurait un goût de revanche de la part des fans du Thunder concernant Kevin Durant 10 ans après son départ. Clairement, hein, 10 ans, ça fait 10 ans qu'il s'est barré. Et de voir Kevin Durant se faire laminer par son ancienne équipe qui est née sur les cendres de son départ, ou
admettons KD qui fait une série énorme, légendaire, qui se bat fièrement contre son ancienne équipe et qui gagne le respect des fans malgré son départ aux Warriors en 2016. Et là, tout le monde arrive à la conclusion que si ça reste une icône absolue de la franchise et un des fondateurs de ce qu'est la philosophie du Thunder aujourd'hui. Ce qui est le cas, hein, Mais tu penses pas que les fans aujourd'hui du Thunder, ils s'en foutent de KD? Tu penses pas qu'ils ont complètement tourné la page, tu vois, et qu'ils sont passés à autre chose? C'est une vraie question, hein, je sais pas du tout, moi. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Je suis pas là à sonder les fans du Thunder par rapport à ça. Je pense que ça reste dans un coin de la tête de pas mal de fans. Je vois pas comment c'est possible autrement. Ouais. Ah, ils sont champions maintenant et tout. Enfin, oui, non, mais bien sûr, mais ça reste un moment. Enfin, pour ceux qui étaient là il y a 10 ans, ça reste un moment inoubliable, je pense. Oui, ouais, c'est franchise. Vrai. Ça reste un choc. Ça reste un choc, quoi. Ouais, pour moi, ce serait une boucherie, cette série, quoi. Et surtout, une colossale déception de la part de Kevin Durant, quoi. Ouais, non, oui, c'est clair, ça tu m'étonnes. Donc, et au-delà de ça, t'as aussi le duel avec Houston. Faut pas oublier que l'an dernier, on parlait de Houston comme d'une équipe potentiellement comme étant un des principaux concurrents du Thunder dans la conférence Ouest pour les années à venir. Ouais. Là, on en est à 100 lieues, quoi. Ah ça. Non, mais voilà, et Fred VanVleet ou pas Fred VanVleet, je vois même pas. Enfin, moi, je suis fan des Rockets. Je repense en caressant ma carte postale à l'équipe de l'an dernier, quoi. Ouais, je sais pas. Non. Je sais pas. En fait, c'est de la fiction, tu vois. C'est trop compliqué. On peut pas se projeter sur ce que l'équipe aurait été avec Fred VanVleet, tu vois. L'équipe se serait développée d'une manière totalement différente pendant la saison régulière. Les responsabilités auraient été différentes. Ils n'ont pas sacrifié beaucoup d'assets pour le faire venir, Kevin Durant. C'est ça qui les sauve quelque part dans l'histoire, j'ai envie de dire. Ouais. Oui. Mais je sais pas, tu sens Alperen Şengün non, mais je sais pas ce que détendu et épanoui. Tu sens Amen Thompson détendu et épanoui dans cette équipe. Mais je sais pas si avec Fred VanVleet les choses auraient pas été différentes de ce point de vue-là, tu vois. Je sais pas si le fait d'avoir un leader dans le vestiaire, un mec capable de dire un peu les choses quand il le faut, d'être un peu le patron sur le parquet quand il le faut, tu vois. Je sais pas. Je suis pas convaincu du tout que les choses n'auraient pas été complètement différentes avec VanVleet. Je sais pas si un jour on aura l'histoire du burner de Kevin Durant là pendant le All-Star Game, mais et le mec il commence quand même à avoir un sérieux palmarès en termes d'ambiance pourrie dans les vestiaires, quoi. Ouais. Entre Phoenix l'an dernier, quand t'entends tous les joueurs qui ont touché qui ont touché à cette équipe et qui disent que c'est le jour et la nuit, enfin je sais pas, il y a un moment et j'ai pas l'impression que Kevin Durant ait eu la réputation d'être un joueur difficile ou qui met la mauvaise ambiance, mais c'est un joueur qui, je pense, a toujours eu besoin et au début de sa carrière a toujours eu d'autres joueurs pour compenser, on va dire. Parce qu'il déteste qu'on parle de son body language, de ses qualités de leadership et ainsi de suite. Et je sais pas, toi tu le vois comment? Tu penses que j'exagère et que je suis toujours amer d'une décision qui date d'il y a 10 ans, ou est-ce que y a quelque chose de concret là derrière? Je pense que tu as souvent la dent dure sur KD, mais je suis absolument persuadé qu'il y a un fond de concret sur ce que tu dis et que KD n'a jamais été un bon leader et qu'il a certainement des attitudes. En fait, quand on voit les attitudes qu'il a sur le parquet, je peux pas croire une seule seconde que sur le vestiaire, il n'ait pas des attitudes aussi négatives, tu vois. Donc je pense effectivement que c'est pas quelque chose de positif pour la dynamique d'une équipe et qu'il a besoin d'avoir à ses côtés un mec un peu comme, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait de Kawhi aux Raptors, tu vois, c'est des profils qui ont besoin d'avoir un leader vocal à leur côté. Et à Houston, il l'a pas parce que VanVleet n'est pas là. Et c'est pour ça que je ne sais pas du tout à quel point les choses auraient pu être différentes avec VanVleet. Ouais, complètement, ouais. Parce que la dynamique Şengün, enfin, je sais pas, moi je suis extrêmement déçu de... Şengün, il est sorti de l'Eurobasket où on était là, mais le mec, il part tout droit pour nous faire une saison absolument légendaire à Houston. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. C'est quand même la soupe à la grimace aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est sûr.
Et Amen Thompson, idem. Ouais, Amen Thompson, il va développer son jeu. Vous inquiétez pas, même sans Van Vliet, il va mener le jeu. Il va devenir un créateur. Vous allez Oui, voir mais ce que ça, vous nous, allez on n'y voir. croyait Bon. pas du tout, tu Non, vois, mais par exemple. d'accord, on n'y croyait pas du tout. Mais non seulement ça s'est pas du tout passé, mais il s'est passé l'absolu contraire. Et aujourd'hui, ils dépendent carrément de Rich Shepard pour créer du jeu, pour avoir un petit peu de spacing. Après, je comprends Ouais, bien, mais ça, il y a plein de gens qui tombent sur Ime Udoka aujourd'hui. Ime Udoka est clairement la personnalité visée dans les déboires de Houston. Je trouve ça un peu étonnant quand même. bah, c'est pas de la faute de KD non plus, tu vois. C'est pas de la Non, non, faute non, de mais KD si... je dis pas que c'est de sa faute si ça déjoue. Mais Tu vois, pour moi, c'est beaucoup plus le front office aujourd'hui qui est responsable de pas du tout avoir bougé suite à la blessure de Fred VanVleet que la faute d'Ime Udoka ou des je joueurs. suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et je suis d'accord. J'ai la dent dure contre KD, clairement. J'ai des trucs que j'ai pas, il y a des On en trucs a que j'ai gros. pas, il y a des trucs que j'ai pas réglés avec lui. Non, mais c'est une des plus grandes trahisons à laquelle j'ai assisté de toute ma carrière de fan. Donc, il y aura pas de pardon. Ouais. Je suis breton, moi. Je suis, j'oublie pas. J'oublie rien. Je suis rancunier comme garçon. Très bien. Merci, Charlie. Bah écoute, avec plaisir. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Voilà. Souvenez-vous, hein, les Lakers ont bien fait les playoffs. C'est moi qui déraille l'an dernier. Voilà. Et puis, ben, on se retrouve vendredi, Charlie. On va commencer à parler de plus concrètement des équipes en course pour les playoffs. Et d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Je vous dis à vendredi matin. À ciao. Bye bye.